Et on va parler eau dans le 11-12 aujourd'hui avec les deux invités. Jean-Francis Richeux, bienvenue. Bonjour. Derrière ce micro, vous êtes le président du syndicat mixte des eaux de Beaufort. Et à vos côtés, Séverine Boursery, vous êtes la directrice de ce même syndicat. Alors c'est vrai, ça n'a échappé à personne, hein, la situation cette année, Jean-Francis Richeux, de sécheresse. Et c'est vrai qu'à l'antenne, les auditrices et les auditeurs ont pu entendre des messages de sensibilisation à la préservation des ressources en eau. À quel moment, Jean-Francis Richeux, cette décision a été prise ? Alors, vous savez, le mot sécheresse dans nos territoires, est assez récurrent. On a encore dans l'esprit de chacun qu'en Bretagne, il pleut tout le temps, donc on n'a pas de problème d'eau. Il faut savoir que sur la région de Saint-Malo, il pleut autant qu'à Nîmes, dans le Gard. On prend pas. Alors c'est vrai que la Bretagne elle est grande, au Finistère il pleut plus, mais dans notre secteur c'est Nîmes. Donc pour dire qu'aujourd'hui l'eau est une denrée rare. Donc ça fait à peu près 11 mois qu'on ne reçoit pas d'eau nourricière. Quand on dit nourricière, il pleut, hein, comme les autres jours. Là il a plu, mais nous sommes sur une presqu'île, ce qui fait que l'eau retourne directement à la mer et très peu pour le terrain. Le terrain est tellement sec que l'eau ne s'infiltre pas. Et court dans les rivières et va directement à la mer. Donc ça veut dire que nous sommes inquiets depuis le mois d'avril, hein, où on se pose réellement des questions. On n'a pas eu beaucoup de pluie au printemps. Et puis depuis, on n'a rien, quoi. Et on espère bien sûr ces pluies d'automne, en se disant qu'il va falloir beaucoup d'eau pour pouvoir réalimenter nos retenues. Oui. Alors beaucoup d'eau puisque vous me disiez en aparté, Jean-Francis Richeux, qu'il y a des terrains secs à moins de 10 mètres à certains endroits. Expliquez-nous un petit peu en quoi c'est préjudiciable en fait. Alors là aujourd'hui, comme je disais tout à l'heure, on a un territoire qui est complètement sec depuis assez longtemps. On voit des arbres aujourd'hui périr, hein, la végétation est en train de changer de couleur, donc elle est en train de mourir. Il y a les oiseaux aussi. Une auditrice nous a laissé un message sur le répondeur en disant on ne pense pas aux oiseaux, mais il y en a beaucoup qui meurent. Oui. Bien sûr, il faut aujourd'hui mettre des bols d'eau pour les oiseaux, parce qu'aujourd'hui, et les insectes, et la biodiversité. En fait, ouais, les hérissons aujourd'hui ont soif, hein, ils meurent. On a aujourd'hui dans la petite faune des disparitions par manque d'eau. Donc il faut penser à avoir une cuvette avec un caillou pour les insectes ou les abeilles et aussi pour les hérissons, pour tout ça. Il faut partager cette eau. Mais pour nous et pour l'homme, nous sommes sur, bien sûr, du milieu aquatique, on n'en prend qu'un petit bout, hein, à peu près 0 et quelques pourcents. 0,2 je crois, et pour autant on doit la partager, et dans nos territoires eh bien on arrive dans des endroits où on est à moins 10 mètres sec. Ça veut dire que les arbres qui prennent, vous savez, ils prennent avec leurs racines, ils vont chercher de l'eau, et bien aujourd'hui ils sont secs, donc ils sont en train de mourir. Oui, parce que quand on parle d'arbres, on pense aussi à l'oxygène. Mais bien sûr, et là je vais laisser la parole à Séverine qui va nous parler le rôle des arbres et le rôle de la biodiversité. Bonjour. Le rôle des arbres, c'est fondamental. C'est le milieu végétal, il faut l'imaginer en 3 dimensions. Vous avez grand arbre, arbuste, arbrisseau, et c'est ce volume végétal, c'est celui qui nous rattache au sol, le sol qui est le stockage d'eau future potable pour nous, l'homme, puisque l'eau qui est dans le sol, c'est celui qui alimente les ruisseaux. Pourquoi est-ce qu'on a de l'eau dans les ruisseaux quand il ne pleut pas ? Parce qu'un ruisseau est toujours attaché à une nappe, la nappe de surface, et quand il pleut, le ruisseau il se gorge d'eau, le lit mineur il se remplit, ça remplit le lit majeur, l'eau elle s'infiltre sur les côtés, remplit la nappe, et quand il s'arrête de pleuvoir, c'est la nappe qui restitue au cours d'eau, et c'est pour ça qu'on a de l'eau dans les ruisseaux. Cette fameuse eau qu'on retrouve dans les puits des habitations, donc là on peut être en bordure de mer par exemple, hein, ou en amont des retenues, et là on récupère cette eau pour pouvoir alimenter en eau potable, donc un produit alimentaire, l'ensemble de la population. Et vous avez tout ce milieu végétal et qui est en lien avec le sol, qui tient le sol, qui enrichit le sol en matière organique. C'est bien la matière organique qui stocke l'eau comme une éponge. Un des outils végétaux, c'est le champignon qui est en lien avec grand arbre, arbuste et arbrisseau. Et ce champignon, il se gorge d'eau.
Et ensuite, quand il fait sec, il restitue l'eau à l'ensemble de la végétation. Végétation qui va se mettre d'accord, parce que le champignon, c'est le réseau Internet du sous-sol. Et ils vont se mettre d'accord entre eux pour savoir quand est-ce qu'ils vont ouvrir leurs stomates. Donc là, c'est des jeux d'hygrométrie. Et donc, ils vont chercher l'eau en profondeur. L'eau, elle est froide. L'eau froide, elle remonte le long du réseau racinaire, le long du tronc, des branches, des feuilles. Et là, tout d'un coup, paf, tous ensemble, ils vont ouvrir leurs stomates. Et on va avoir un petit nuage d'eau, donc le passage d'eau liquide en vapeur d'eau. Et comme cette eau, elle est froide, et que l'espace au-dessus du monde végétal est relativement froid, même en période de canicule, on a des températures plus basses, eh bien ça va former des nuages, mais pas des nuages stratosphériques, très très hauts, qui vont partir au loin. Ce sont des nuages qui vont rester au niveau local, des cumulus. Et là, on va favoriser, c'est comme ça que ça fonctionne, les forêts tropicales. Là, on a des phénomènes de pluie locale. Et ça, c'est un des piliers du monde végétal. Où il y a des arbres, il y a de l'eau. Où il n'y a pas d'arbres, il n'y a plus d'eau. Bien sûr, bien sûr. Donc l'eau, c'est un élément essentiel de la vie, on l'a bien compris. Alors, c'est vrai, je le disais, Jean-Francis Richeux, depuis maintenant quelques semaines, sur les ondes de Radio Parole de Vie, et je sais aussi par ailleurs que des spots donc, sont diffusés pour sensibiliser nos concitoyens, nous-mêmes bien sûr, aux économies d'eau. Alors, est-ce que ces spots portent leurs fruits? Vous avez des retours un peu? Oui, on est très agréablement surpris, puisqu'on gagne une journée d'eau par semaine contre la sécheresse. Ça veut dire que les gens ont pris conscience. Alors, bien sûr, il y a la communication qui a été faite à travers les radios. Je crois que c'est celle qui marche le mieux. Mais aussi en partenariat avec les différents Saint-Malo Agglomération ou les autres syndicats distributeurs, nous avons mis en place des campagnes d'affichage, aussi bien sur les culs de bus qu'on appelle, ou sur les camions poubelles, ou aussi bien sur certaines sucettes ou dans les abribus. Donc aujourd'hui, les gens sont conscients. Ils sont au courant que... Et moi, je les remercie beaucoup parce que là, aujourd'hui, on a vu quand même le pic de 15 août, normalement, avec moins 10-15% de la consommation qu'on aurait pu attendre. Donc, ce qui nous permet de dire, c'est qu'aujourd'hui, une des ressources, elle est chez les consommateurs. Et peut-être qu'aujourd'hui, on sait qu'on manque d'eau. J'aimerais apporter quelques outils faciles pour chaque auditeur pour faire des économies d'eau. Alors, la douche, c'est 40% de consommation. Alors, si on prend un exemple de la douche, ça représente 40%. Alors, le problème de la douche, c'est que généralement, on attend que l'eau soit chaude avant de passer sous la douche. Et en fonction de la longueur de tuyau entre la chaudière ou le ballon d'eau chaude et la douche, ça peut varier entre 2 litres et 7 et voire 10 litres d'eau. Donc, vous multipliez 10 litres d'eau, on l'appelle l'eau technique. Eh bien, cette eau technique, eh bien, elle passe directement dans les évacuations. Donc, ici, je vous invite à mettre une bassine pour voir quel nombre de litres d'eau il vous faut pour avoir une eau pour quantifier. Oui. Voilà. Et après, vous allez prendre conscience. Vous multipliez par le nombre de personnes à prendre la douche et multiplié par jour, vous allez voir, ça représente un certain litrage et nombre de mètres cubes. 40%, consommation moyenne, c'est 15-18 mètres cubes par habitant. Ça fait 18 000 litres d'eau par an par citoyen. Vous prenez 40%, vous voyez, vous êtes à peu près 10 000 litres d'eau pour simplement attendre la douche. Alors, les solutions, elles sont faciles. On peut faire un réducteur, on peut avoir un réducteur, ça coûte 10 €. Hein. Vous le mettez juste à la sortie du mitigeur de votre douche, ça coûte 10 € maximum. Et vous pouvez faire un 4 litres minutes. 4 litres minutes, on prend une douche. Hein. Deuxième solution aussi, c'est aussi souvent, et on le voit aussi même dans les logements locatifs, c'est des ballons d'eau chaude. On a des 200 litres d'eau, souvent assez loin, et qui oblige chacun à chauffer de l'eau, qui ne sert à rien. Moi, je connais des personnes âgées qui vivent seules avec des ballons de 200 litres. Alors qu'on pourrait amener un petit ballon d'eau chaude de 50 litres à proximité de la douche et de l'évier, et vous allez voir, vous divisez par 10 votre consommation d'eau, d'une part, mais aussi d'énergie. Et d'énergie. L'électricité pour chauffer 200 litres d'eau, sur laquelle on n'utilise que peut-être 10 litres par jour, vous y voyez le gaspillage en énergie. Sans compter qu'avec un ballon d'eau chaude de 50 litres, vous faites 3 douches, avec peut-être 5 douches avec le petit réducteur avant. Donc vous voyez, on commence à prendre esprit et on prend conscience qu'on gaspille énormément d'eau dans énormément de choses.
La cuvette, ça peut être une bonne initiation. Je vous invite, chers auditeurs, à prendre une cuvette, vous la mettez sous la douche et avant que l'eau soit chaude, vous laissez couler dans la cuvette et après vous allez mesurer combien de litres vous avez. Et vous allez être impressionné tout en sachant que ça part directement à la mer, ça. Hein. Donc, puis c'est vrai qu'on enseigne à nos enfants de ne pas laisser couler l'eau pendant qu'on se brosse la dent. Enfin, il y a des petites choses comme ça qui sont. Voilà, mais je crois que c'est une. Vous savez, on sort d'une civilisation de consommateurs. Maintenant, on est sur des consommations conscientes. On sait que ce qu'on prend, c'est perdu. C'est fini l'abondance ? Je crois qu'on est sur une ère de prise de conscience. C'est-à-dire que, imaginons que l'eau qui tombe du nuage part dans comme on expliquait tout à l'heure avec Séverine, dans la végétation, se retrouve dans une retenue d'eau, passe par un barrage qui est potabilisé, passe par des châteaux d'eau, des réservoirs. Et une fois qu'elle arrive au robinet de la maison, one shot. C'est-à-dire on ne l'utilise qu'une fois. Donc voilà, on est maintenant sur des principes où on doit se poser la question, est-ce qu'on ne peut pas réutiliser cette eau ? Est-ce que chez chaque famille, on ne peut pas... l'eau de la vaisselle, on ne peut pas arroser autre chose ? Est-ce qu'on peut... l'eau de la douche, est-ce qu'on ne peut pas la mettre à la vaisselle ? Vous voyez, on est aujourd'hui sur une réutilisation. Quand en France, on utilise l'eau une fois, c'est-à-dire qu'on l'utilise, ça passe à la chasse d'eau, à la douche ou à l'évier, et ça part directement dans le réseau d'eau usée. Après, c'est épuré, ça repart à la mer. Eh bien, en Israël, ils réutilisent la goutte d'eau 5 fois. Donc, vous voyez, l'Espagne 2 fois. Donc, et ce qui nous empêche aujourd'hui de pouvoir aller beaucoup plus en avant, c'est que parce qu'on est sur un rythme de consommation, on ne s'est jamais posé la question sur le réchauffement climatique. C'était une vue d'esprit. Aujourd'hui, c'est une réalité. Ça va être de pire en pire. Faut s'y attendre. Il y avait un bon Il y aurait 4 fois plus de canicules, c'est d'épisodes caniculaires notamment. Là aujourd'hui, on pense que dans les 20 ans qui viennent, on aura des pointes de chaleur à Brest de 47 degrés. Ouais. D'accord ? Donc voilà, c'est inimaginable. C'était inimaginable il y a 10 ans. Donc ça veut dire que nous, la période canicule qu'on a vécue, elle va arriver peut-être tous les ans ou tous les 2 ans. Ça veut dire que la végétation va devoir changer. Il y a aujourd'hui, malheureusement, dans nos plantations, des choses qui devront évoluer. Il y a aussi des principes, il y a des principes sur lesquels donc l'homme, la communauté humaine, va devoir faire aussi attention à comment il prend sa part dans tout cela. Une sobriété heureuse ? Pas punitive. Moi, je parie sur, justement, on doit... discuter avec les gens, les engager dans une démarche, les remercier, les féliciter, leur donner, on va leur faire des cadeaux bientôt, justement de ces réducteurs, là, il faut qu'on trouve une solution de façon à ce que chacun puisse faire des économies. Il ne faut surtout pas que ça soit punitif. Puis le parc naturel régional, il aura besoin d'eau aussi ? C'est l'ensemble. Alors l'avantage du parc naturel régional dans notre territoire, c'est que donc, le parc naturel régional, c'est le pays de Dinan et le pays de Saint-Malo. La réserve en eau est plutôt dans le pays de Dinan. Le parc naturel régional est basé sur l'eau. Donc la survie du territoire du pays de Saint-Malo, c'est l'eau. Et aujourd'hui, on a une vraie problématique parce qu'on n'est pas du tout alimenté sur le département, sauf ce qu'on a déjà. On n'est pas du tout alimenté par Rennes, par exemple. Il n'y a pas de conduite entre les deux. Donc notre réservoir, notre bassin de vie, c'est le PNR. Et donc à travers le PNR, on devra trouver des partenariats de façon à avoir sur nos territoires la suffisance d'eau. Ce n'est pas l'autosuffisance en quantité. Il va falloir faire très attention à ce qu'on fait. Vous savez que sur les distributeurs du territoire, on est à 90% de rendement. C'est exceptionnel ce qu'on a. Mais on a déjà pris conscience il y a 8-10 ans, nous, de cette sécheresse et de cette rareté de l'eau. Maintenant, l'objet, c'est de dire aux consommateurs, maintenant, allez, c'est à vous. On doit faire des économies. On va devoir aller chercher de l'eau, sans doute, autrement, bientôt. On va trouver... vous savez, la période de crise est toujours une période où aussi on doit faire bouger les lignes. Il y a une réglementation trop rigide. Aujourd'hui, aussi bien pour l'irrigation que pour l'eau potable, on a énormément d'eau à nous tomber sur la tête pendant les grandes crues ou pendant les périodes d'hiver. Et... je vais dire 95% ou 97% repart à la mer. Est-ce qu'on pourrait revoir aussi peut-être le collinaire, on parle ça de cuvette, mais si aujourd'hui on nous donnait la possibilité, sans avoir de conséquences sur l'environnement, sur la biodiversité, avoir des retenues. Nous, il nous faut un autre barrage ou 2 barrages, vous voyez.
Si on faisait simplement, c'est pour ça les notions sont importantes. Si on faisait chacun attention, chaque consommateur, on pourrait gagner un barrage par an. D'accord, 1 million de mètres cubes. D'accord, 1 million, 1,5 million de mètres cubes. Le sujet est dans la main de chaque consommateur, chaque citoyen, parce qu'en fait, ce qu'on est en train d'appauvrir, c'est la ressource de nos enfants. Il faut être très conscient de ça. Quand il y a des gens qui font des puisards ou choses comme ça, il faut savoir que quand on va chercher de l'eau à moins 100 mètres, c'est à peu près 100 000 ans pour l'alimenter. Quand elle sera vide, elle ne reviendra plus. Donc aujourd'hui, on a une prise de conscience générale qui doit être faite, aussi bien chez les consommateurs que chez les industriels, que chez les communes. Les communes aussi, au premier rang, doivent montrer l'exemple sur leur économie d'eau, leur consommation. Donc voilà, c'est une prise de conscience générale. Eh bien écoutez, l'appel est lancé. Jean-Francis Richeux, une dernière question pour vous, Séverine Boursery. Vous êtes directrice, je le disais, du syndicat mixte des Eaux de Beaufort. En termes de ressources humaines, c'est combien de personnes? Alors vous êtes basé dans le parc d'activités Les Rolandières à Dole de Bretagne? Tout à fait. Oui. Et non, combien de personnes travaillent avec vous sous Aujourd'hui, votre nous direction? sommes 2 agents. Voilà. Et nous allons passer à 3 agents pour pouvoir développer la communication auprès de la population, parce que ça demande... En vrai, c'est un sujet d'actualité brûlant. Oui. Et puis là, c'est vraiment le besoin du moment. Et ensuite, nous travaillons avec de nombreux partenaires privés avec qui on développe des idées, on construit, on imagine, et puis surtout, on met en action. Eh bien, écoutez, merci à vous deux d'être venus aujourd'hui dans l'Enjeu pour nous sensibiliser à cette question combien cruciale de l'eau. Je vous souhaite une bonne continuation, une belle rentrée. Merci beaucoup. À chacun.